Deux préalables assez brefs. D'abord, le premier est que dans le domaine tout à fait florissant maintenant des cognitive poetics, il est question de cognition incarnée, on va en parler beaucoup, d'empathie kinesthésique, mais il est aussi question de métaphores conceptuelles, euh, en lien avec les travaux de Lakoff et Johnson, par exemple. Et c'est peut-être cette notion qui va nous permettre aussi de relier un peu mieux les études d'esthétique contemporaine, les neurosciences, et puis notre sujet principal ici, la littérature, les littératures antiques. Je peux en donner deux exemples que je traiterai, enfin que j'essaierai d'observer dans des textes anciens. Première, la métaphore du miroir, qui fait que d'ailleurs la notion même de neurone miroir est une notion qui emploie une métaphore conceptuelle pour s'énoncer. Et la métaphore de la contagion ou de la contamination, que celle-ci soit empathique ou non, en tout cas la contamination, la contagion kinesthésique. L'autre idée, c'est que la plupart de ces métaphores conceptuelles connaissent des usages d'ampleur transhistorique et transculturelle. En fait, la difficulté, mais en même temps l'intérêt de cet usage, c'est que nous devons naviguer entre des universaux établis par exemple par les neurosciences. Euh, je pense que les Grecs avaient aussi des neurones, voilà, par exemple, et toutes les variations contextuelles dans l'espace et dans le temps. D'où notre difficulté, évidemment, pour nous en tant qu'antiquisants, et mes références dans le résumé de cette présentation à l'anachronisme raisonné, selon Nicole Leroux. On pourrait parler aussi des pratiques d'écart ou de décentrement, Florence Dupont, voire de l'indiscipline ou de la désorientation qu'évoque Sarah Olsen dans son ouvrage à partir de la réflexion de Sarah Ahmed sur la queer phénoménologie. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Cela m'amène à évoquer aussi le fait que les images du miroir ou bien l'image de la contagion sont particulièrement présentes dans nos textes anciens. Je parlerai du miroir chez Lucien de Samosate rapidement tout à l'heure. Et pour la contagion, nous avons tous en mémoire, par exemple, la métaphore de la pierre d'aimant dans Lion de Platon, voire les perspectives, disons, médicales, l'origine biomédicale de la catharsis chez, ouais, chez Aristote. Alors, comment est-ce que je change? Donc, c'est en appuyant ici, alors. Et pour revenir... Ah, il y a des flèches en bas. Merci. Toutes mes excuses. Donc, c'était deux premiers préalables. Et ce sont des préalables qui vont m'amener à mon premier point, qui est une tentative de rapprochement entre ces métaphores conceptuelles chez Lucien, dans son texte sur la danse, d'une part, et d'autre part, ce qui se passe dans une pièce contemporaine qui est une évocation tragique du personnage de Médée par la danseuse Carlotta Ikeda et l'écrivain contemporain Pascal Quignard. Alors, chez Lucien, d'abord, on voit donc se manifester particulièrement ces images. Par exemple, le miroir, ou plus précisément le rapport de réflexion, la spécularité entre le performeur efficace et le spectateur qui se reconnaît en lui. Un spectacle réussi, c'est un spectacle où le spectateur s'est reconnu dans le performeur. Alors, c'est à prendre évidemment dans le cadre d'une énonciation plus ironique qu'il n'apparaît, puisque juste ensuite, Lucien fait référence
à Socrate et au connais-toi toi-même, mais dans un mode paradoxal, voire parodique, qu'a bien mis en valeur, par exemple, Marie-Hélène Garely. C'est une forme de contextualisation de ces images avec lesquelles il faut prendre des précautions, bien évidemment. Un autre exemple, pour la folie contagieuse, les figures de l'extravagance, de l'outrance, de l'hyperbole, poussées jusqu'au délire et à la folie, quand, comme dans ce texte-là, un performeur de pantomime confond, devient fou lui-même et confond la réalité et la fiction. Il interprète le rôle d'Ajax et il se met à frapper réellement l'acteur qui représente, qui incarne Ulysse. Et cette folie se communique à l'ensemble du public par contagion, à des degrés divers selon le niveau d'éducation et de maîtrise de soi des participants au spectacle. La folie est en particulier caractérisée ici par son aspect aschémone, c'est-à-dire l'absence de schémata, l'absence de forme, pour traduire simplement ce terme-là sur lequel je reviendrai. Troisième image intéressante à ce sujet, c'est le fait que le spectacle de danse, de pantomime notamment, chez Lucien, est considéré comme un pharmacone, c'est-à-dire comme à la fois un poison et un médicament. Le danseur de pantomime est comparé ici, dans le paragraphe 85, à Circé. L'engagement d'un spectateur de pantomime a quelque chose à voir avec la maladie et avec le soin en même temps. Je pourrais ajouter ici, et je ne vous ai pas donné le texte, une autre figure qui est celle de la métamorphose, en particulier l'assimilation du dieu Protée aux rhéteurs ou aux sophistes les plus efficaces, aux danseurs, aux acteurs et plasticiens, également virtuoses, mais aussi aux spectateurs. C'est-à-dire que la relation de spécularité que j'évoquais tout à l'heure s'opère, en particulier quand les métamorphoses, les changements de rôle continuels du pantomime, du danseur de pantomime, se réalisent aussi dans le corps du spectateur qui lui-même se transforme au fur et à mesure du spectacle et surtout sort du spectacle différent de ce qu'il était en y arrivant. Dans la danse contemporaine, donc cette danse de Buteau, je fais référence à ce spectacle particulier de 2011 où il me semble qu'on a là un dispositif, vous allez le voir tout à l'heure, qui rappelle, enfin en tout cas je me permets la comparaison, hein, la pantomime, gréco-romaine. Surtout si on considère cette pantomime gréco-romaine comme une tragica saltatio, en fait, hein, où il y a le danseur, un ou des acteurs, des instrumentistes, et avec le texte qui est chanté en solo ou bien en chœur. Dans la pièce de Carlotta Ikeda et Pascal Quignard, on a la danseuse sur la scène qui regarde ou non le public avec des effets miroirs assez importants. Elle danse sur le mode Buteau, donc il y a des métamorphoses continuelles. C'est une forme de danse où on considère qu'on ne représente pas un rôle mais qu'on l'incarne, hein, qu'on est le personnage que l'on présente. C'est de l'ordre de la présentation plutôt que de la représentation. L'écrivain, lui, Pascal Quignard, était à gauche, devant une petite table éclairée, et il lit son texte. Ce qui fait de ce texte-là une ekphrasis de la danse que l'on voit, mais à l'inverse aussi, on peut considérer que la danse, la performance de Carlotta Ikeda est une sorte d'ekphrasis chorégraphique du texte de Pascal Quignard.
Parce que là, pour une fois, la danse et le texte sont mis sur le même plan. En tout cas, il y a une incertitude à ce sujet pour le spectateur assiste, qui assiste à cela. Le métamorphisme protéin, oui, c'est ça, auquel on assiste ici, comme il est habituel dans la danse Butoh, renvoie aussi à l'idée que la danse vise à produire des énergies, à communiquer des forces d'ordre varié plutôt que des formes. Je fais là référence au travail de Gilles Deleuze sur le peintre Francis Bacon, hein, dans La logique de la sensation, titre qui me semble particulièrement bien convenir à notre sujet de préoccupation en ce moment, puisqu'on a à la fois la cognition intellectuelle et la sensation. J'ajouterai que Michael Lueken, dans son ouvrage sur le Japon grec, c'est-à-dire les références à l'Antiquité grecque dans le Japon contemporain, indique que avant de s'appeler Butoh, cette danse-là, par son créateur, Hijikata, aurait pu s'appeler Pharmakon. On a retrouvé ça dans les notes d'Hijikata. Alors, je vais vous proposer une expérience que pompeusement je qualifie de phénoménologique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous présenter donc le trailer ou le teaser de cette pièce-là, qui dure 2 minutes et demie, je crois, et à vous inviter à observer le phénomène de triangulation entre la danse, la performance dansée, la performance orale textuelle et le rapport avec le... Ah oui, et auparavant, je vous ai donné dans l'exemplier le texte, une partie du texte que Pascal Quignard compose, et je pense qu'on pourrait l'analyser en détail. On pourrait y observer les verbes de mouvement, les effets de deixis, etc., etc., comme vous allez le faire maintenant. J'ai mal découpé, donc ça commence en fait à la fin de la phrase « Médée est debout dans le temple d'Héra ». Vous allez entendre Héra, mais vous n'entendrez pas le début. Elle voit sur la droite au loin les ruines du palais qui a été brûlé, surmonté par la poussière et la nuée. Elle a un air étrange, recueilli. Elle tient ses paupières baissées. Ce qu'elle médite monte en elle. Elle n'a pas encore d'intention. Elle hésite. Elle aime les petits. Elle hait son époux. Quelle est la plus grande joie pour une femme? Se venger de son époux, préserver ses petits. Elle est partagée. Elle médite. Elle est déchirée. Elle médite. Elle est extraordinairement belle. Pourquoi les femmes désirent-elles tellement des enfants? Pour qu'ils les vengent. Envoie en l'air comme une fronde ton bébé. C'est à cela que servent les bébés. Ils ont le temps pour eux. Les nourrissons tuent tous les vivants sur leur passage. Il n'y a pas grand-chose qui différencie la reine Médée de la Vierge Marie. Elles lancent toutes les deux sur le monde des enfants morts. Marie, au pied de la croix, le voile sur la tête. Médée, méditant, le glaive sur le sexe, les yeux clos. Qui est cette femme dont je tombe? Qui est cette femme dont je tombe? Ce visage aux paupières baissées, cette peau si pâle, ce corps immense qui pencherait son long torse en avant, les lourdes mamelles tombant. Ce mince et terrible visage couvert de la violente lumière qu'il recevait des flammes, au loin, du palais du roi embrasé dans la nuit. Qui était-elle? Qui est-elle? Y a-t-il un dedans? Y a-t-il un dehors quand on est? Il était une fois
Il y avait un dedans, il est perdu. Le monde du dedans commence de se perdre dès le cri de la naissance, dès le premier cri, et il continue de se perdre dans le langage sans finir. Alors, parfois, on parle de Ankoku Buto, c'est-à-dire danse des ténèbres. Donc, merci d'avoir essayé de réparer, on va essayer de réparer un tout petit peu cela. Alors, revenons à nos textes, à nos textes grecs. Je vais vous proposer un parcours assez rapide, donc un peu superficiel, mais on pourra y revenir ensuite. C'est une prise de risque hein, de ma part. Plusieurs textes où nous allons pouvoir saisir ces figures, soit du miroir, soit de la métamorphose, soit de la contagion, soit aussi celle de l'admiration. Évidemment, dans le bouclier d'Achille, la multisensorialité relève là à la fois de l'énargeia et de la poikilia. Dans l'épopée, dans l'épos, mais j'insisterai sur le fait que ici, l'exphrasis n'est pas une description d'une œuvre, comme l'a bien montré Lothweb, hein, c'est la description de la fabrication d'une œuvre, c'est-à-dire c'est une description de mouvement. Avant d'être une description de forme figée visuelle. Et c'est vrai pour le genre de l'exphrasis, je pense, dans l'ensemble de l'Antiquité grecque, en tout cas. Si l'on observe les réactions du public, on voit qu'elles sont d'ordre varié. Il y a quelque chose qui relève du Thomas, dans le texte que Anne-Sophie nous a lu tout à l'heure, donc je ne vais pas relire, juste « Et les femmes debout s'émerveillaient hein, », et Thomatzone, chacune devant sa porte, ou bien ensuite, plus tard, dans les danses crétoises, le plaisir, la terpsis. Et les autres, bon, alors c'est pas ce texte-là, c'est celui-ci. Une foule immense était debout autour du cœur charmant. Le terme Iméros est intéressant aussi parce que ça va me permettre de passer à Eros ensuite. Au milieu d'eux, lancer le chant et tournoyer en plein milieu, ou est-ce que, voire ravi. C'est ce que j'ai traduit par ravi, terpoménoi. Chez Sappho, il m'a semblé que le fragment 31, j'ai écrit 1, mais c'est 31, c'est-à-dire le célèbre fragment L'égal des dieux, etc. Surtout si on l'imagine dans une performance d'abord chorale, là je prends position hein, sur la performance plutôt monodique, plutôt chorale, mais je suis du côté des chercheurs majoritaires, mais aussi dans une performance, même en solo, une reperformance, voire dans une lecture contemporaine, donc silencieuse, qui est aussi de toute façon une performance. On voit bien dans ce texte-là des effets de choralité, de parachoralité, de kinesthésie essentielle, puisque ce texte-là nous indique toute une symptomatologie érotique, mais aussi, à mon sens, une symptomatologie qui montre ce que ressent, ce que vit dans son corps une spectatrice plus qu'engagée, possédée à la fois par Eros, qui l'a fait souffrir, donc, mais aussi par ce qu'elle voit, c'est-à-dire le spectacle de la personne aimée, distante, qui ne répond pas, à son appel. Le spectacle sublime a des effets analogues à Eros doux amer. Si j'en parle ainsi, c'est parce que le retentissement, la réception de ce poème repose aussi sur le phénomène d'identification très clair entre le lecteur, la lectrice et probablement à l'époque le spectateur, la spectatrice par rapport à la persona cantans. On nous propose ici un ravissement sublime mêlant horreur et beauté. J'en veux pour preuve également
C'est une histoire de métamorphose à ce moment-là. Le passage du début, on a Phaenetai moi kenos, on est à la troisième personne. À la fin, Phaenome em ota, pardon, c'est-à-dire à la première personne. Pour la persona cantans, mais aussi pour la spectatrice ou spectateur de la performance chorale, et puis pour nous aussi à la lecture de ce texte-là. Sappho n'avait pas fait d'études neuroscientifiques, mais on voit bien ici l'étude des différents organes qui sont touchés par un phénomène d'empathie. Et ton rire charmant, dont vivement mon cœur dans ma poitrine est frappé. Ou bien un peu plus loin, ma langue est comme fêlée, et léger soudain sous ma peau un feu court, etc. Bon, tout le monde connaît ce texte-là. Ce qui me paraît intéressant chez Sappho, il en a été un peu question dans la présentation tout à l'heure de Sarah, c'est le lien entre ritualité et érotique, surtout si l'on rapproche ce fragment 31 avec le fragment 1, l'hymne à Aphrodite. Et j'ajouterai évidemment à ces deux aspects-là la notion de spectacle, spectacle rituel en particulier, ou rituel spectaculaire. L'Exodos, la fin des guêpes d'Aristophane, que Sarah Olsen, dans son ouvrage, a également étudié beaucoup plus en détail que ce que je vais pouvoir faire ici, me semble tout à fait intéressant également. Le chœur, c'est un chœur de vieilles personnes, justement, qu'on cherchait tout à l'heure, mais évidemment représenté par de jeunes acteurs. Ce sont des guêpes, puisque ce sont des juges, hein, leur dard et le poinçon avec lequel ils jugent. Et la fin devient un réel spectacle de danse, à la fois pour les choristes, qui dansent beaucoup moins, mais qui observent Philocléon, qui entame une danse de Comos, tout en croyant, lui, proposer une Mméléia, c'est-à-dire une danse tragique, au contraire, extrêmement bien construite formellement. Et puis l'intervention de danseurs contemporains, c'est-à-dire Karkinos et puis ses trois fils, du genre donc de quelque chose qui relèverait plus de la nouvelle danse ou de la nouvelle musique. Dans le premier passage, j'insisterai peut-être plus particulièrement sur Philocléon proposant une danse qu'il commente lui-même en disant « Voici schématos arché », le début du schéma, qui est traduit par Pascal Thiercy comme le début du ballet, c'est-à-dire une danse ordonnée, mise en forme, la danse des formes dont je parlais tout à l'heure, et l'esclave qui commente, qui est donc lui déjà un public interne, hein, qui commente cela en disant non, c'est plutôt la manias arché. Donc on a à la fois une performance qui se veut tragique et qui est en fait ridicule, puisque ce n'est pas de la méléia comme le performeur le croit, mais du comos, et un public interne pour lequel l'intérêt du spectacle, ce sont les critères d'évaluation d'abord formels. Alors que la pièce elle-même, on le voit dans la suite du passage et dans le passage suivant également, où les autres danseurs, les nouveaux danseurs, les danseurs contemporains et fils de Karkinos arrivent successivement. Une bonne comédie, ce n'est pas une comédie qui déploie un texte et une danse relevant de l'Emméléia. On est normalement dans le carnavalesque. Ou plus exactement, le carnavalesque accompli passe par la parodie de la danse tragique. D'où le rôle absolument essentiel des serviteurs et puis ensuite du chœur des dicastes comme public intra-diégétique auquel le public extra-diégétique, donc nous par exemple, y compris les lecteurs,
vont pouvoir s'identifier, évaluant à la fois, puisque nous sommes dans une double énonciation théâtrale, évaluant à la fois la danse de Philocléon comme mauvaise, inefficace, etc., en tant que danse tragique fondée sur la représentation de schémata bien construits, et en même temps appréciant, évidemment avec l'effet comique, appréciant le fait que cette danse-là relève en réalité de la marche. Hein. Ensuite, quand ils décrivent la danse de Karkinos, ils emploient des termes comme proserpon, proserketai, etc. Opérant la même distinction que Paul Valéry, qui établissait la proportion danse-marche et poésie créative, envol, enthousiasme, etc. Et de l'autre côté, prose, en fait, hein, qui en grec se dit logos qui marche, quoi. Voilà. Fin pour ce passage. On voit bien ce phénomène de mise en abîme, de cercle concentrique, de spectatorialité, en particulier dans l'antistrophe, quand le chœur des vieux dicastes commente ce qu'il voit, mais aussi à l'adresse du public. Donc ils sont l'intermédiaire. Faites des virevoltes d'un pied agile, et qu'à la manière de Phrynikos, l'un de vous lance si bien son pied qu'en voyant sa jambe en l'air, des spectateurs poussent de grands hauts. On a un verbe dénominatif en grec, un otzotsin, qu'il fasse haut. Et tout se conclut par le dernier mot, la dernière expression qui me paraît particulièrement intéressante pour nous, le dernier vers, où on a à la fois la notion d'orchesis, à la fois le chœur et surtout la trigédie, c'est-à-dire ce genre particulier qui renvoie au dionysiaque de la vendange, hein, Truguet, et qui montre que cette comédie est réussie parce qu'elle a mis en danse, mais d'une manière lucide, consciente, pour les spectateurs intradiégétiques et pour les spectateurs que nous sommes, à l'extérieur, la parodie de la tragédie, du cœur tragique. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on en parlera au moment de la discussion. Avant-dernier texte, l'épilogue du banquet de Xénophon, où il me semble qu'il y a aussi une réflexion sur la spectatorialité dans l'Antiquité. Alors, de toute façon, l'ensemble du banquet de Xénophon est un texte absolument essentiel pour toutes nos recherches, hein, puisqu'on y décrit plusieurs spectacles de danse, d'acrobatie, et que nous avons de riches commentaires, et en particulier ceux de Socrate. Là, nous sommes à la fin, c'est-à-dire que le banquet s'achève par un duo Ariane-Dionysos, avec des réactions très intéressantes du public. Par exemple, dans le paragraphe 2-3, où le spectacle de danse est présenté comme relevant non pas simplement de l'orchesis, de la danse, mais on a le verbe paizo qui est employé. À ce propos, je renvoie au dernier article de Anton Birl sur Paizein dans la comédie, qui est son champ d'investigation principal, parce que le verbe paizo peut être évidemment traduit par jouer, y compris dans le domaine érotique, c'est ce qui se passe ici, dans le domaine ludique en général, mais il peut parfois être traduit par danser également. D'où la réaction du public ensuite à cause de l'engagement très actif d'Ariane et de Dionysos, enfin plus exactement des performeurs ici, en particulier leur adaptation au Bankeios Rhythmos, qu'ils ne représentent pas, mais qu'ils incarnent en réalité. D'où aussi la dernière réaction du public, si je la retrouve. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mon texte. Ah, c'est peut-être après.
Oui, c'est ça. En voyant Bacchus si beau, Ariane si jolie, ne plus s'en tenir au badinage, mais unir réellement leurs lèvres, tous les spectateurs sont transportés, donc ils s'envolent, hein, anepteromenoi eux-mêmes, et surtout, ensuite, mais je ne retrouve pas ce texte-là, j'en suis désolé, il est question des applaudissements en particulier. J'aimerais bien que les collègues spécialistes de neurosciences nous expliquent enfin, ce qui se passe quand quelqu'un applaudit par rapport à un spectacle qui le transporte sur le plan cognitif, empathique, etc. Je pense que c'est particulièrement intéressant. En tout cas, là, le public applaudit et crie également. C'est la notion de boa qui est employée, le verbe boao. Mais ça va encore plus loin à la fin, puisque le public, à la suite de cette réalisation formelle de schemata, dont les duettistes participant à ce pas de deux sont des virtuoses, mais aussi une incarnation de type dionysiaque, entraîne en fait le désir même du public. Lorsqu'enfin les convives les virent se tenir enlacés et marcher vers la couche nuptiale, ceux qui n'étaient point mariés firent le serment de se marier, et ceux qui l'étaient montèrent à cheval et volèrent vers leurs épouses afin d'être heureux à leur tour. Restent Socrate et quelques autres participants qui, eux, ont une maîtrise de soi supplémentaire, qui vont simplement se promener péripatein. Mon dernier texte est double. C'est le cœur des jeunes filles de Philostrate et la bacchante de Callistrate, donc des Ephraseis, qui permettent de revenir à une problématique évoquée au début de cet exposé. Alors, ce sont des textes plus tardifs, mais qui traitent d'orchestique plus ancienne, puisque dans son Ekphrasis de 1, Philostrate décrit le chœur mené par Sappho. La notion de schémata est encore très importante ici, puisqu'on nous décrit d'abord la sculpture représentant Aphrodite, mais où la déesse est réellement incarnée, avec son schéma tout à fait particulier, et l'efficacité du rite liée au fait que Aphrodite, d'un côté, est euschémone, mais le cœur de jeune fille l'est également. On le reverra dans la suite de ce texte. Un point particulièrement important aussi est que ici, c'est la divinité qui est spectatrice du rituel qui lui est offert, et que ce rituel est d'ordre kinesthésique, bien évidemment, mais aussi visuel, mais aussi et surtout, c'est peut-être ce qui est le plus développé ici, olfactif, avec l'insistance sur les parfums euh, rituels, l'encens, le romarin, la myrrhe, etc. C'est-à-dire, il n'existe pas de kinesthésie sans visualité, il n'existe pas de visuel sans kinesthésie, et probablement, quand on assiste à un spectacle, de toute façon, nous ne bouchons pas le nez. Donc, voilà. L'ensemble de ces questions-là sont d'ordre synesthésique. C'est inévitable pour nous. D'où la difficulté d'ailleurs de la métaphore du miroir que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elle risque de nous amener à restreindre cette question-là, même à propos des neurones miroirs. Le miroir reste quand même d'abord un objet de nature, un outil de nature visuelle. Et ça fait revenir à nouveau le primat visuel dont nous souhaitons nous dégager ici. Voilà. Ensuite, Sappho joue un rôle particulièrement important ici, puisque une des jeunes filles n'arrive pas à suivre le rythmos. Je parle de rythmos et pas de rythme, parce qu'il s'agit plutôt de flow, hein, de groove, enfin bon, quelque chose de cet ordre-là, plutôt qu'une histoire de temps marqué, mécanique. On est dans la durée ici et pas dans et pas dans le temps, pour corriger donc cette jeune choriste qui s'est trompée.
C'est-à-dire que la Corrège est en fait aussi, à un certain moment, un public par rapport spectatrice de ce qui est en train de se passer, puisqu'elle peut interagir et corriger les défauts possibles de ce moment-là. Fin de cette image. C'est un texte que je proposerai d'ailleurs à la journée d'études de jeudi sur le rapport entre voix et danse, parce que c'est un très bon exemple de ce que c'est que, visiblement, pour un ancien, une danse qui représente, qui est mimétique, hein, qui emploie donc des schématas particuliers. Quand elle dit, par exemple, leur attitude le montre assez, fixer les yeux sur le ciel, c'est indiquer qu'elle en est descendue. C'est la description orchestique de la naissance d'Aphrodite. Hein. Relever doucement les mains en tenant la paume tournée en haut, c'est montrer qu'elle est sortie des flots. Sourire comme elles le font, c'est rappeler le calme de la mer, puisqu'il y a un jeu de mots entre Gélao, le verbe Gélao, et puis Galénais, hein, la mer riante. Mais cela passe par le chant, c'est-à-dire que par le kinesthésique, même si nous, par le biais de Philostrate, nous ne pouvons avoir qu'une représentation verbale de cela. Je pense que c'est intéressant de comparer cette évocation-là avec la présentation de Callistrate, d'abord parce qu'il s'agit d'une sculpture représentant un solo dionysiaque, alors que chez Philostrate, on avait une peinture représentant un chœur. Donc les deux genres plastiques, enfin, d'art visuel, peuvent pencher plutôt pour un mode d'interprétation de la danse plutôt qu'un autre. Il n'est pas question de schémata, d'être euschémone dans le texte de Callistrate. Il est plutôt question que la statue de Bacchante que l'artiste Scopias nous donne à voir ou à ressentir ici est transformée par l'art en vraie Bacchante. Donc vous retrouvez là ce que j'avais évoqué tout à l'heure à propos de Carlotta Ikeda, par exemple. Hein, si on parle de embodied cognition, ça veut dire aussi que l'on considère qu'il peut y avoir des danses qui sont du côté de l'incarnation, de l'embodiment, plutôt que du côté de la représentation. Je crois que je l'avoir déjà dit un tout petit peu d'ailleurs ici. Et il semblerait pour Callistrate que la statuaire est plus à même de faire ressentir cela au spectateur même de la statue qu'une peinture. Bon, alors ça c'est une question de paragone, hein, de combat entre les différentes formes d'art. Évidemment, je n'interviendrai pas. De toute façon, dans ces deux textes, c'est la rhétorique et la sophistique à la fin qui triomphent, puisque c'est par leur intermédiaire que tout cela est ressenti par le lecteur. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte-là, c'est que nous avons des copies romaines d'œuvres de Scopas, et par exemple cette Ménade que vous avez à gauche. Donc là, nous avons une des œuvres qui a servi de base pour Callistrate, pour son texte. Et je vous ai mis à côté une Ménade plus archaïque, plus ancienne. Et je trouve le contraste relativement intéressant, puisque vraiment celle de la copie de Scopas correspond particulièrement bien au texte de Callistrate, où il était question d'embodiment, parce que j'aime pas trop le terme incarnation, mais je ne sais pas comment faire en français, d'embodiment de force, d'énergie dionysiaque, avec un schéma, mais un schéma dynamique qui n'est pas simplement formel. Et l'autre
quelque chose de plus archaïque, où il s'agit surtout, oui c'est ça, de montrer la forme considérée comme typiquement Dionysias. On voit mieux la transe d'un côté que de l'autre, à mon sens. Conclusion. À partir de la pièce contemporaine que je voulais évoquer aussi, pièce de Gaël Bourges. Alors, je pense que vous avez reconnu, non pas des bacchantes cette fois, mais évidemment les cariatides de l'Acropole. Alors, Gaël Bourges est une spécialiste de l'ekphrasis. En fait, la plupart de ses pièces partent d'œuvres d'art médiévales, contemporaines du 19e siècle, etc. Et là, d'œuvres antiques. Elle n'a pas lu les travaux de Deborah Steiner ou de Timothy Power, mais je crois que le lien est particulièrement intéressant. Comme vous savez, Timothy Power est repris par Deborah Steiner. Il y a aussi Nancy Felsen qui a travaillé là-dessus à partir de la DX6 dans les textes de Pindar, par exemple. S'intéresse à la notion d'incipient chorality. Comment traduire ça en français? La choralité en devenir. C'est-à-dire comment la statuaire, l'architecture, etc., surtout quand elle est décrite dans un poème, mélique, chez Pindar par exemple, où il parle aussi de parachoralité. Hein, comment ces textes-là contiennent de la danse en devenir, avec des effets, donc des effets sensoriels, en fait, hein, les verbes de mouvement, la DX6, etc., qui vont faire danser la fantasia de l'auditeur, du spectateur ou même du lecteur. Bon, elle traite une autre question ici, qui est la question de l'appropriation culturelle, en l'occurrence. Hein, comment Lord Elgin, à la fin du 19e siècle, a enlevé une des cariatides pour l'emporter au British Museum. Mais je trouve que c'est une métaphore intéressante pour nos propres problèmes méthodologiques par rapport à ce que j'ai essayé de faire là avec excès, c'est-à-dire comment est-ce que, évidemment, nous sommes de notre temps, donc nous sommes au courant, nous essayons de nous mettre au courant des perspectives neuroscientifiques contemporaines et de les appliquer à des textes anciens, mais qui n'en peuvent mais les pauvres, avec un certain nombre de difficultés. Dans la description, c'est le terme employé sur le site du Théâtre de la Ville. Ce n'est pas une ekphrasis, c'est la présentation de cette pièce de Gaël Bourges. Je trouvais que le dernier paragraphe faisait écho à notre problématique ici. Là aussi, c'est rédigé par des gens qui ne connaissent pas bien l'Antiquité classique et en tout cas nos problèmes. Mais on voit le fait qu'il y a un besoin essentiel, fondamental, pour une artiste contemporaine de réincarner sur scène une référence architecturale ou artistique ancienne, réincarnée sur scène. Richement coiffée et dévêtue en style ionique, les antiques citoyennes, ce qui inclut ici 2 hommes, ornent de leur parade dansée le récit très documenté d'un abus britannique, donc le vol par Lord Elgin, également des frises, hein, dont il est question, largement oublié en France. Et la conclusion renvoie encore une fois à la notion d'embodied cognition, puisqu'on a à la fois à savourer et à méditer. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé pour le temps. J'ai enlevé un peu des choses. Je vous remercie.